Je vais partager avec vous, comment la créativité est votre principal atout pour cultiver la richesse dans votre vie. Nous en avons à peu près pour 1 heure, plus les questions et réponses à la fin. Alors, je vous propose d'éteindre vos portables, ou en tout cas de ne pas les laisser vous déranger. Peut-être de prendre un verre d'eau, de vous assurer de ne pas être dérangé, de vérifier que vous m'entendez bien. C'est bon pour tout le monde. Si vous pouvez me répondre dans la zone des questions ou du chat. Est-ce que vous avez du son? Parce qu'en fait, d'ici quelques minutes, je pourrai plus m'interrompre pour les problèmes techniques. Moi, je suis persuadée que nous sommes tous capables de créer notre vie. En fait, j'ai fréquenté des créateurs et des artistes pendant une grande partie de ma vie professionnelle. Et puis, et puis finalement, c'est au moment où moi je me suis autorisée à être un petit peu créative que ma vie s'est mise à prospérer. Et puis bon, je vois les enfants, à quel point ils sont, eux, en plein dans la création de leur monde continuellement et dans une parfaite abondance et suffisance. Voilà, j'ai vraiment comme conviction qu'on est tous capables de créer notre vie et que la plupart des problèmes et des questions que nous nous posons viennent d'un manque de relation avec notre propre abondance, justement. Donc vous en avez assez des problèmes d'argent, vous avez l'impression que le manque d'argent vous empêche de vivre votre vie, vous êtes porteur d'un projet artistique, vous êtes artiste, vous voulez vivre de votre art, vous avez des coups de stress quand arrivent les factures ou les appels du banquier, le solde de votre compte est à l'image de vos revenus irréguliers. On va s'occuper de ça. Alors, notre programme ce soir, nous allons commencer par parler d'argent, par mettre l'argent à la bonne place. On va aussi faire travailler votre créativité en définissant des objectifs. On va faire le point sur nos croyances, sur ce que j'appelle la programmation intérieure. Et pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces. Je vais vous proposer de planter quelques graines de richesse, comme on plante des nouvelles habitudes. On va parler du bon moment pour commencer à faire tout ça, à prendre des bonnes habitudes par exemple. Je vais vous donner aussi quelques conseils pour continuer. Et à la fin de la conférence, je vous parlerai de mes bonus. Et en cours de, en cours de webinaire, on fera aussi un jeu. Je vais me présenter d'abord. Je suis Fabienne Dupuis, coach en finances personnelles. J'ai une expérience de 25 ans au service de la mise en œuvre de projets artistiques principalement, du côté de la production et de l'administration. Donc c'est un peu les gens qui œuvrent dans l'ombre. Et puis j'ai obtenu une certification pour l'accompagnement, pour le coaching financier en février 2015, après une formation avec Nathalie Cariou. Alors je vais vous dire rapidement ce qui m'a amenée ici ce soir. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon emploi. J'avais beaucoup de chance, j'aimais passionnément mon métier et j'ai été très perturbée par cette rupture. Et puis, j'ai décidé, en fait, d'être heureuse. J'ai décidé de me tourner vers le bonheur de chaque instant, vers la réalisation de mes aspirations et vers l'autonomie, entre autres financière. Bref, j'ai décidé de construire ma vie. J'ai pas un seul instant regretté cette décision et je vois tous les jours les bénéfices du chemin parcouru. J'ai plusieurs sources de revenus, je gère mon emploi du temps comme je l'entends, j'apprends chaque jour, j'exprime ce que je suis. Pour tout ça, en fait, c'était un chemin, euh, c'est une reconversion professionnelle hein, qui est en fait finalement moins de reconversion que ce que je ne l'imaginais. Je vous expliquerai ça après. Et pour tout ça, j'ai commencé par faire le point sur ce qui me passionne lors d'une retraite. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et pendant cette petite retraite, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, hein, c'était à peine 2 semaines, je me suis mise
ardemment au travail pour apprendre et pour expérimenter deux sujets qui m'appelaient depuis longtemps. Le premier, c'est l'écriture. J'avais toujours dit que un jour, quand je serai grande, j'écrirai. Et je me suis mise à écrire, je me suis autorisée à écrire et j'ai publié mon premier livre qui s'appelle BIC, Bien irrésistiblement commun. Avec ce livre, j'ai gagné le deuxième prix du concours Bookelis et il est aujourd'hui distribué par Hachette. Donc vous pouvez le trouver partout. Je me suis formée, ça c'était la deuxième partie, je me suis formée au développement personnel, seule d'abord, et puis avec des vraies formations. Et très vite, je me suis rendu compte que le fait d'utiliser les outils du coaching financier, c'était une approche formidable en termes d'accompagnement. Parce qu'en fait, notre rapport à l'argent, c'est la base de notre vie matérielle. Travailler dessus, c'est prendre ou c'est reprendre la main sur cette partie matérielle de notre vie. Pour ça, il s'agit de comprendre et de rationaliser la place de l'argent dans notre vie. Et comme ça, on peut commencer à choisir et à agir sereinement, à faire nos priorités. J'ai constaté quand je me suis formée qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à apprendre sur l'argent et que l'argent ne s'apprend pas à l'école. On a tous l'impression en fait qu'on est super doué avec l'argent à partir du moment où on a une carte bleue, un chéquier et puis des sous dans notre poche, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, j'ai appelé mon site l'école de l'argent. Mon expérience professionnelle m'a toujours mise en contact avec des créateurs. J'y voyais tous les jours à quel point le fait d'exprimer sa créativité, c'est essentiel. J'ai compris que mon chemin se trouvait là, au croisement de ce que j'ai toujours fait, accompagner des projets artistiques et de ce que j'apprenais, le coaching financier. Mes premiers clients, je les ai rencontrés dans mes réseaux, évidemment, et leurs résultats ont validé mon intuition. Comme un graphiste, par exemple, qui s'installe à son compte et qui double ses revenus en à peine quelques mois, et qui passe de phobique administratif à c'est possible de demander un prêt et de l'obtenir, qui a trouvé les moyens d'être solo-entrepreneur. Une chanteuse, il y a très peu de temps, qui est passée de découverts récurrents et qui tout à coup peut acheter son appartement. Bref, j'ai trouvé la meilleure façon d'aider les artistes, les créateurs, en les guidant pour les libérer de leurs problèmes d'argent. Et puis comme nous sommes tous créateurs, j'ai envie de vous parler de ça. Comment utiliser votre créativité pour cultiver la richesse dans votre vie. Alors si on commençait par le début. Ça fait un moment que les plantes et le jardinage m'inspirent des pensées philosophiques. Est-ce que vous avez déjà remarqué comme les plantes embellissent quand on s'occupe bien d'elles? Lorsqu'on les entretient avec constance, avec bienveillance, elles croissent, voilà. Alors j'ai été saisie par ce rapprochement et je me suis dit que cultiver la richesse dans notre vie, c'est comme cultiver notre jardin. Et vous allez voir que la métaphore est super efficace en fait et qu'elle nous permet plein d'images. On va commencer donc par remettre l'argent à la bonne place et puis ensuite on passera aux grandes questions, aux grands conseils. Tout d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que l'argent n'est pas l'objectif. Bon, clairement, le fait d'avoir des problèmes d'argent, ça rétrécit considérablement l'attention qu'on est capable d'apporter à quoi que ce soit d'autre. Mais quand on pense avoir besoin seulement d'argent, c'est toujours pour une raison particulière qui dépasse largement les questions pratiques, le montant qu'on a sur notre compte en banque. La plupart du temps, c'est pour atteindre un ressenti, en fait, un ressenti d'autonomie, de sérénité, de confiance en nous, de disponibilité, de partage, de changement de vie, de mise en œuvre de projets. Et c'est essentiel de faire cette différence. C'est pas de l'argent dont on a besoin. Si on voulait seulement de l'argent, ce serait comme monter dans un taxi sans avoir d'adresse à lui donner. L'argent, en fait, c'est bien un moyen, c'est un fluide, c'est une énergie. C'est quelque chose dont on a besoin pour atteindre un objectif.
Donc ce qui est important, ce qu'on va voir après, c'est de définir les objectifs. Pour ça, j'aimerais qu'on fasse la différence entre l'objectif et la priorité. J'emprunte une petite histoire à Nathalie Cariou qui a expliqué ça comme ça. Si je veux aller de Paris à Marseille avec ma voiture, mon objectif, c'est clairement d'arriver à Marseille, en vie. Ma priorité, ça sera donc de m'assurer que tout va bien avec ma voiture. Il va falloir vérifier le gonflage des pneus, la jauge d'essence, remettre de l'essence régulièrement, vérifier aussi le réservoir d'huile, etc. Enfin, tout ce qui est nécessaire avant de partir en voyage. Et donc, c'est bien le bon état de ma voiture qui va être ma priorité, même si mon objectif, c'est d'arriver à Marseille. Eh bien, pour l'argent, c'est un petit peu la même chose. L'argent, ça peut être une priorité. Alors, on va voir que les priorités, c'est ce sur quoi on met un focus. C'est ce sur quoi il y a le projecteur qui est braqué dans notre vie. Et l'objectif, c'est plutôt la lumière qui éclaire le chemin. C'est ce qu'on veut atteindre. Par exemple, si vous voulez faire des économies, ça sera beaucoup plus facile de résister aux tentations en pensant à ce que vous allez en faire. Faire grossir un compte en banque sans savoir ce que vous allez en faire, c'est complètement différent dans l'énergie que de savoir ce que vous allez en faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui accumulent beaucoup d'argent, mais qui du coup n'en font que de la consommation. C'est-à-dire ils sont davantage dans l'avoir que dans le faire ou dans l'être. C'est ce que demande toute notre société d'ailleurs, c'est que nous nous comportions en super consommateurs à défaut d'être des super citoyens. Donc l'argent, c'est un merveilleux moyen de vous assurer le minimum vital et de nourrir vos projets. C'est un outil super ingénieux. C'est avec ça qu'on échange des valeurs, hein. Le toit sous lequel on dort, le bon repas, la facture d'électricité, tout ça on l'échange à quelqu'un ou à une société contre de l'argent. C'est bien pratique. D'ailleurs, on ne va pas maudire les couteaux sous prétexte qu'ils peuvent se transformer en armes mortelles et on s'en sert tous les jours pour manger sans aucune émotion. J'insiste là-dessus parce que on a un rapport très émotif avec l'argent et c'est de là que viennent la plus grande partie des problèmes. Nous avons la responsabilité individuelle et collective de mettre l'argent à la bonne place, et de nous en servir conformément à nos valeurs. Mais c'est pas l'argent en lui-même qui est porteur de valeur. Il est fluide, moyen, énergie. Donc nos choix, nos priorités, lorsqu'on dépense par exemple, ça va dépendre des valeurs de notre famille, de notre entourage, de notre éducation, de la société dans laquelle on grandit, et puis bien sûr de notre histoire personnelle. Je voudrais vous parler de la peur du manque et l'avidité. C'est les deux moteurs principaux de notre rapport à l'argent. On sait tous qu'avoir suffisamment d'argent, et même trop, ça ne va pas guérir de tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'argent. Je peux vous donner des exemples de comportements émotifs qui sont liés à l'argent d'ailleurs. Il y a les gens que la richesse n'empêche pas d'être avares ou inquiets, même exagérément inquiets. Il y a les gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter la super bonne affaire, même si c'est le 5e pack géant de papier toilette et qu'il reste plus rien sur le compte. Il y a aussi plein de gens, j'en connais, je l'ai beaucoup fait, qui gèrent leur contrariété en allant s'acheter quelque chose. C'est vraiment un petit coup de fil de l'assureur et hop, je vais m'acheter un débardeur. Ou alors une dispute avec l'instituteur et puis allez, je vais m'acheter un gâteau. Et comme ça, on accumule des tas de petites dépenses qui sont parfaitement émotives, qui n'ont pas de... Enfin, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire et puis peut-être que vous pouvez partager dans le chat d'autres exemples. En fait, pour plein de clients que j'ai connus, analyser les comptes, ça suffit à réaliser qu'une grosse partie de leurs dépenses venait précisément de questions émotives. Et pour
pas mal d'entre eux, le fait de voir ça, de comprendre ça, de pouvoir avoir un petit recul là-dessus, ça a suffi pour les réconcilier avec leur compte. Donc, vos choix reflètent finalement vos priorités. Donc, plus vous avez conscience de vos choix, et plus vos priorités seront actives. On peut inverser d'ailleurs la proposition en disant si plus vous êtes persuadé de vos priorités, plus vos choix seront faciles et reflèteront vos valeurs actuelles. Voilà, mettre l'argent à la bonne place dans votre vie, c'est l'envisager de façon rationnelle et pragmatique. Je peux vous donner un petit exemple encore. J'ai calculé en fait que 5 cafés par jour au distributeur multiplié par le nombre de jours de travail, eh ben, ça fait 1 000 € à la fin de l'année de travail. On peut remplacer ça d'ailleurs par 2 cafés au comptoir ou un pain au chocolat, etc. Mais enfin, tout à coup, en fait, si on arrête cette petite dépense quotidienne, eh ben, le voyage qu'on avait projeté, je sais pas, aux portes du désert ou en duo à Berlin, eh ben, il est tout à coup envisageable. 1 000 € par an, c'est pas rien. Je vais vous proposer un exercice. Alors, cet exercice, vous pouvez le retrouver dans le guide 5 conseils pour cultiver votre richesse, qui est dans les documents à distribuer, que vous pouvez télécharger. Dans cet exercice, en fait, ce qui est intéressant, c'est de vous faire bien réaliser la différence entre vouloir de l'argent et désirer une vie riche ou une vie privilégiée. C'est super important parce que c'est toute une question de ressenti. Donc je vais vous demander alors peut-être d'y réfléchir 2 minutes comme ça rapidement, à 20 situations, 20 choses, 20 situations de la vie de tous les jours qui vous font sentir privilégié. 10 qui seraient totalement gratuites et 10 qui auraient un très petit coût. Bon, je peux vous donner mes exemples à moi. Quand j'ai habité beaucoup et très longtemps à Paris, je suis plutôt parisienne. Ça fait quelques années que j'habite à Marseille. Et puis avant, j'ai aussi habité quelques années dans le Luberon. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui me donne l'impression d'être extrêmement privilégiée, c'est d'ouvrir mes volets le matin et de voir le ciel bleu. Alors ça, c'est un super kiff de la journée. Mais j'en ai d'autres, comme j'ai la chance d'habiter près de la mer, ben de temps en temps, enfin régulièrement, je vais marcher au bord de la mer sur la corniche à Marseille et j'adore ça, c'est ressourçant et ça me donne un vrai sentiment de plénitude et de privilège. Mais je suis sûre que vous avez vous aussi des tas d'idées pour répondre à ça. Ce qui est intéressant, c'est d'effectivement en chercher 10 totalement gratuites et 10 à très petit coût. Ce qui est intéressant, c'est d'en avoir 20, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'occasions dans votre vie, en cherchant bien, pour que vous vous sentiez riche ou privilégié. On peut passer aux grandes questions. Vous terminerez ce petit exercice peut-être tranquillement. Et j'aimerais commencer par celle-ci. Celle qui correspond à qu'est-ce que c'est votre grand désir, votre passion. Je sous-entends pas que votre passion vous fera forcément gagner de l'argent tout de suite, quoique. Mais en augmentant votre attention dessus, en la cultivant, votre passion, votre hobby, ou alors votre projet, en vous rapprochant de votre projet, en faisant des petits pas, vous allez augmenter votre richesse et diminuer la peur du manque. Ça, c'est mécanique. Et bien sûr, vous serez davantage en mesure d'établir des priorités, de prendre votre vie matérielle bien en main. Parce que là, vous allez déplacer le manque et le remplacer par du plein. Pour beaucoup d'entre nous, c'est pas si simple que ça de déterminer des objectifs et je vais vous raconter une petite histoire, c'est l'histoire des gros cailloux. C'est un sage zen
qui est appelé à faire une conférence devant des grands managers de grosses entreprises. C'est une conférence pour bien manager l'emploi du temps. Alors, ils sont une trentaine dans la salle avec leurs ordinateurs, leurs blocs-notes, leurs enregistreurs, leurs dictaphones, etc. Et le sage, le professeur, donc, leur dit écoutez, c'est pas nécessaire du tout. On n'en a pas besoin. Vous allez voir, si vous êtes bien attentif, cette leçon va durer à peine 5 minutes. Moi, je vais vous la raconter plus vite quand même. Il prend une grande jarre et il la remplit de gros cailloux. Après, il pose la question à son auditoire et il demande est-ce que la jarre est pleine? Alors tout le monde dit bah oui. Et il continue, il prend un sac et il y a plein de gravier dedans et il remplit à ras-bord de gravier. Alors les petits graviers viennent se mettre entre les gros cailloux et à la fin il demande est-ce que ma jarre est pleine? Alors les autres ils disent ah bah oui, ça y est, maintenant elle est pleine. À ce moment-là, il sort un autre sac, dedans il y a du sable, et il remplit à nouveau la jarre du sable qui vient s'infiltrer dans les moindres recoins. Il repose la question rituelle, et là ils disent, il y en a quand même quelques-uns qui hésitent, et évidemment, il a encore un énorme broc d'eau, et il finit de remplir la jarre avec l'eau. Et il demande à son auditoire, est-ce que vous pensez que maintenant elle est pleine? Là, ils sont toujours un petit peu hésitants et il dit oui, maintenant elle est pleine. Mais quelle leçon pouvez-vous tirer de tout ça? Alors il y a des sourires gênés, des gens qui se regardent, etc. Et disent c'est qu'il faut mettre les gros rendez-vous avant dans son emploi du temps. Bref, ils se perdent en conjectures pour finalement attendre la réponse du maître qui dit c'est simple. Si vous voulez remplir votre vie, assurez-vous bien de placer les gros cailloux en premier. Le reste, les graviers, le sable, l'eau, c'est les petites choses de tous les jours. Et ça, vous trouverez toujours du temps pour les mettre entre les gros cailloux. En revanche, si vous mettez d'abord le sable et l'eau, vous n'aurez plus du tout de place pour mettre les gros cailloux. En fait, la dernière fois que j'ai entendu cette histoire, c'était lors d'un séminaire de l'APEC, et j'ai réalisé que je me laissais mener par ma vie, et que ma jarre à moi, à ce moment-là de ma vie, était complètement remplie d'eau et de sable. J'en suis ressortie mortifiée, sur l'instant j'ai été mortifiée. Et ça m'a mis un long moment avant de me dire, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette histoire de gros cailloux. Nos gros cailloux, en fait, ce sont précisément les choses importantes de notre vie. C'est ce qui nous rend heureux, accomplis, attentifs, curieux. C'est ce que nous mettons en lumière dans notre vie. C'est ce qui est sous les projecteurs. C'est là où, en fait, les intentions sont clairement définies. Les buts à atteindre sont clairement définis. Notre attention est focalisée. Donc, la première chose super importante, c'est d'avoir des gros cailloux, des objectifs, des projets. Puis aussi, il ne faut pas oublier que c'est ce qui nous donne envie d'être à demain. C'est ce qui nous donne la possibilité d'être souple, en fait, d'apprendre, de nous mettre en mouvement. Pour ceux qui n'ont pas de gros cailloux, parce que c'était vraiment la question qui me taraudait moi à ce moment-là de ma vie, de ne pas avoir de gros cailloux ou de ne pas en trouver, parce que c'est un petit peu facile de se cacher derrière « Oh, j'ai mes enfants, j'ai mon travail ». Il y a pas mal de gens qui ont la chance d'avoir un travail qui les nourrit et qui peut faire office de gros cailloux, mais je recommande quand même d'avoir plein d'autres gros cailloux. J'ai préparé un petit exercice. Donc ça, vous pourrez aussi le retrouver sur le guide conseil. Il peut vous aider à trouver de l'inspiration, et ça va vous demander un petit peu de créativité. En fait, vous voyez ce camembert, là-dessus, il y a les finances, la vie professionnelle, l'amour et la famille,
la vie sociale et amicale, la contribution à la vie associative, le développement personnel, les loisirs et l'ouverture au monde, la santé. Ce que je vous propose en fait, c'est de noter de 1 à 5 ou de 1 à 10 si vous avez envie d'être plus précis. Dans ce cas-là, il faut faire plus de petits cercles. De noter de 1 à 5 l'accomplissement que vous ressentez dans chacun d'eux. Puis ensuite, il faut imaginer ce que vous pourriez faire pour que votre roue à vous, en fait, montre davantage d'accomplissement. S'il y a des endroits où vous avez l'impression que ça pourrait être augmenté. Ça, c'est une bonne façon en fait de vous projeter, de chercher des buts, des projets et de mettre en œuvre des choses. Par exemple, vous pouvez être en bonne santé, mais trouver que vous passez pas assez de temps à vous occuper de votre santé. Alors, par exemple, c'est le moment ou jamais de se dire, eh ben tiens, si je faisais, je sais pas, 5 minutes de yoga par jour, on peut avoir l'impression. Ah oui, un petit truc super important. J'ai bien distingué les finances et la vie professionnelle parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va ensemble. Et non, pas du tout. En fait, il y a des gens qui ont une vie professionnelle merveilleuse, très épanouissante, mais qui ont des gros problèmes d'argent. Et il y a des gens qui ont un salaire tout à fait confortable qui tombe tous les mois et qui pour autant ne se sentent pas du tout dans un accomplissement du point de vue de la vie professionnelle. Donc je vous encourage quand même à, évidemment, vous pouvez faire des parts de camembert qui soient davantage proches de vos aspirations à vous, mais je vous encourage quand même à bien regarder ces 8 quartiers-là, ces 8 terrains de jeu dans votre vie. Et puis faire le point sur vos projets, sur des objectifs, c'est avant tout envisager la récolte, c'est envisager les fruits que vous allez goûter, leur saveur, votre réussite. C'est une bonne façon de veiller aux priorités, aux moyens, aux ressources pour parvenir à vos objectifs, dont l'argent fait partie, bien sûr. Et puis maintenant, on va pouvoir s'occuper de votre terrain. Voilà, la grande question, c'est, mais je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, alors pourquoi j'y arrive pas, notamment du point de vue de l'argent, hein. Eh bien, en fait, on a tous une programmation mentale, nos priorités, nos valeurs, notre rapport à l'argent sont en grande partie issus des valeurs qu'on a acquises depuis l'enfance. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, j'y ai consacré un article il n'y a pas très longtemps. Toute notre enfance, notre vie sociale, notre vie professionnelle, notre entourage, etc., nous font baigner dans un univers qui participe à nous créer une programmation mentale. Ça, c'est ce que j'appelle notre terrain. Et notre terrain, en fait, on peut travailler dessus. Pour une vie plus riche, l'ennemi numéro 1 se trouve précisément dans nos croyances. Les croyances, c'est comme les lunettes qu'on chausse pour apprécier la réalité. J'ai une petite histoire pour illustrer ça. Si on a, enfin voilà, on peut imaginer les 2 petits enfants qui sont au bord de l'eau, au bord de la mer, hein. Alors même si les vagues sont toutes petites, voilà, ils sont là, ils pataugent, etc. Puis il y en a une un petit peu plus grosse qui va les renverser tous les 2. Il y en a un qui va se relever, qui va hurler, pleurer, se précipiter vers ses parents, et l'autre qui va éclater de rire et continuer de s'éclabousser. Eh bien, ça, c'est une façon de vous montrer que la même réalité est vécue de façon complètement différente. Ces 2 enfants n'ont pas le même bagage. Et pourtant, ils sont tout petits. Pardon. Ils ont manifestement des lunettes différentes pour lire ce qui leur est arrivé. Ces lunettes correspondent à notre programmation interne, notre grille de lecture. Bon, bref, ce que moi j'appelle nos croyances, hein. Pour simplifier, je dirais plutôt croyances plus tard. Pour ce qui concerne l'argent, évidemment, on a aussi un terrain. Difficile de vouloir de l'argent si toute votre vie vous avez pensé que l'argent pourrit les relations. Parce que, comme moi, vous avez envie de garder vos amis.
Alors on a plein de petites phrases toutes faites qui conditionnent notre rapport à l'argent. Parfois elles sont pas très présentes à notre esprit, mais, mais elles existent, elles sont là quelque part et vous les entendez à peine. Alors c'est l'argent ne fait pas le bonheur, on n'a pas d'argent mais on a des valeurs, on n'est pas du même monde, l'argent va à l'argent, pardon, gagner son pain à la sueur de son front, on en connaît tous des petites phrases comme ça. Toutes ces petites phrases, elles déterminent notre rapport à la richesse, à ce qu'on peut gagner, à la réussite en général, à notre réussite aussi. Euh, et elles peuvent être, celles-ci en tout cas, des vrais blocages pour l'épanouissement de votre compte en banque. Donc ce que je vous propose, c'est de préparer votre terrain. C'est en fonction de ces croyances qu'on réagit, qu'on analyse les situations, qu'on fait nos choix, la plupart du temps de façon complètement inconsciente. C'est en fonction de ses croyances qu'on choisit un t-shirt, un mode de transport plutôt qu'un autre, un emploi plutôt qu'un autre, la musique qu'on écoute, ce qu'on mange et même ce qu'on pense sur nous en fait. Et là, attention, je ne veux pas du tout dire qu'il y a des croyances qui sont bonnes et des croyances qui sont mauvaises. On n'est pas dans une question de bien ou mal là. On est dans une question de voir qu'est-ce qui est utile à votre développement ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est utile pour atteindre vos objectifs, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des croyances qui sont favorables à votre bonheur. Par exemple, quelqu'un qui se croit chanceux depuis tout petit part avec un atout énorme dans la vie. A contrario, quelqu'un à qui on a répété toute sa vie « Oh, mais toi, tu es si fragile », risque très fort de passer toute sa vie chez le médecin. Donc, c'est vraiment une question de comment on se... Les lunettes qu'on chausse, voilà. Parce que ce qu'on vit, c'est vraiment constitué de ce qui arrive et de comment on le vit. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose à ce qui arrive, mais on peut vraiment changer ce qui se passe en nous. Donc, on va commencer par essayer d'identifier quelles sont vos croyances. Vous pouvez par exemple être attentif à votre terrain en repérant, à chaque fois que c'est possible, les généralités que vous vous entendez dire. Ça peut être quelque chose que j'entends très souvent, moi, c'est je suis nulle en maths. Ou alors ah mais oui, mais moi je sais pas parler d'argent. Donc on peut repérer ces petites phrases-là parce qu'elles reviennent régulièrement dans notre conversation, ou même si on ne les dit pas, on les pense, et essayer de les remplacer petit à petit par des formulations plus objectives. Alors la phrase un peu longue, ça sera j'ai longtemps pensé que je ne sais pas parler d'argent, mais j'ai aussi observé que c'est moi qui ai la carte bleue, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui prépare la feuille d'impôt. Finalement, c'est moi qui fais les courses aussi, c'est moi qui négocie avec le banquier. Donc aujourd'hui, je pense que je suis tout à fait mûre pour parler d'argent. Mais pareil avec les mathématiques, enfin pareil avec plein de petites choses. Si vous commencez à y faire attention, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes dans l'auto-dévalorisation. Et ça, c'est super important. Surtout en ce qui concerne l'argent. Donc, essayez de prêter attention à toutes ces petites phrases. Et c'est comme ça que petit à petit, vous nettoyez votre terrain et que vous le rendez apte au jardinage. Le jardinage, c'est ce qu'on va faire après, c'est pour obtenir des belles récoltes. Cette prise de conscience de vos habitudes de pensée, de votre grille de lecture face à tout ce qui arrive, avec une reformulation plus objective, en fait, qui tient compte de votre expérience personnelle, de là où vous en êtes aujourd'hui, ça va vous permettre d'être plus réceptif aussi bien à ce qui vous arrive qu'à ce qui vous motive intérieurement. Et ça, c'est super important, cette présence. Et pour ce qui concerne la relation à l'argent, évidemment, ça va vous permettre progressivement d'appréhender votre budget en ressources comme en dépenses, de façon plus pragmatique et moins émotive. Donc, est-ce que là, depuis qu'on parle, vous avez identifié des croyances, vous? Est-ce que vous avez déjà entendu une petite voix intérieure qui vous dit « Oh bon, peut-être que j'exagère ».
Est-ce que vous avez des exemples que vous voulez partager aussi? Si je vous dis par exemple, l'argent c'est, est-ce que vous pouvez compléter la phrase? Ou si je vous dis, les riches sont, est-ce que vous pouvez compléter la phrase? En fait, tout ça, c'est des choses qui vont vous aider à prendre conscience des émotions qui sont liées à l'argent pour vous. Alors ça peut être le mépris, l'envie, la frustration, la tristesse, ça peut être la jubilation, la sécurité, ça peut être la générosité. Mais en fait, c'est en prenant conscience de tout ça que vous allez voir de quoi est constitué votre terrain. Donc je vous propose tout simplement de chausser d'autres lunettes, juste pour voir autre chose, pour regarder différemment. Maintenant, on peut passer à la troisième grande question, en fait. Quelles graines on va planter pour cultiver votre jardin? Moi, ce que j'ai appelé les graines, c'est les nouvelles habitudes. Est-ce que vous savez qu'il suffit de 21 jours de suite où vous prenez une nouvelle habitude quotidienne pour voir des changements, enfin même une toute petite habitude, hein, pour voir des vrais changements dans votre quotidien. Vous pouvez vraiment changer votre vie sur une simple petite décision. Ça peut être, pour commencer en fait, avant de vous attaquer aux grosses graines que je vais vous donner juste derrière, ça pourrait être, pour vérifier que vous en êtes capable, de boire un verre d'eau au réveil. Ça peut être de décider de prendre 5 minutes le matin, de se rapprocher, de mettre le réveil 5 minutes plus tôt et de passer ces 5 minutes à respirer profondément et accueillir la nouvelle journée, à être un peu comme un récepteur radio pour sentir le tuning de la journée. Ça peut être plein de petites choses, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de le faire 21 jours de suite. Parce que quand vous allez avoir fait ça pendant 21 jours de suite, vous allez vous rendre compte que vous avez un vrai pouvoir d'agir sur votre vie. Cette première habitude que vous allez mettre en œuvre, en fait, ça va vous donner beaucoup de puissance pour qu'on commence à parler des autres graines que vous pouvez planter. Donc moi, j'ai 7 graines de richesse à vous proposer. La première, c'est tenir un cahier de projet. Ça peut être très bien au début de le faire tous les jours. Je préconise de le faire tous les jours, pendant les 3 premières semaines par exemple. Ensuite, il faudra y revenir régulièrement parce que c'est une merveilleuse graine de richesse. Il s'agit de prendre un petit cahier qui est suffisamment beau pour ce que vous allez y écrire, parce que ce que vous allez y écrire, c'est vos rêves, vos projets, vos gros cailloux. Vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire. Ce qui est important, c'est de le mettre à jour régulièrement, de vous documenter, d'avancer, de mettre vos progrès dedans. Si c'est un objectif à long terme, comme, je sais pas moi, peut-être d'envisager de construire un beau voyage, de changer, de faire une reconversion professionnelle, etc. Vous pouvez passer du temps à écrire comment vous vous sentirez au moment où ça sera réalisé. En tout cas, ce que je vous recommande, c'est d'en faire un moment de plaisir et de construction à la fois. Vous pouvez mettre vos progrès, vous pouvez mettre les petites choses que vous mettez en œuvre chaque jour. Ce qui est important aussi, c'est de le faire par écrit, c'est de le faire dans un objet matériel, parce que ça a l'air de rien, mais l'écriture dans un vrai cahier, ça matérialise. Ça matérialise déjà votre projet. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose de super important, c'est que parfois il suffit d'exprimer très clairement quelque chose pour se rendre compte que c'est à notre portée. C'est un des grands travaux du coaching, hein, c'est de faire émerger vraiment l'objectif, de faire émerger la bonne question. Et quand on trouve la bonne question, quand on trouve le vrai objectif, eh ben, parfois on se rend compte qu'il est juste à portée de main. Et pour ça, il faut s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à viser un objectif puissant. La deuxième graine de richesse que je vous propose, c'est de muscler la gratitude.
Ben oui, parce que la gratitude, c'est le sentiment le plus puissant pour nous sentir riches. Prendre conscience de l'abondance qu'on a déjà dans notre vie, savourer les bons moments, les vraies bonnes petites choses de notre vie, voir le verre à moitié plein, hein, c'est le remède idéal contre la peur du manque déjà. C'est parfaitement mécanique. La gratitude, en plus, c'est un sentiment qui peut pas coexister en même temps avec la haine. Une émotion dont il a été vérifié que, que s'y consacrer vraiment quotidiennement, ça diminue la dépression. C'est Si vous en faites une habitude, par exemple y penser tous les soirs au moment de vous coucher, c'est non seulement une excellente façon de préparer une super nuit, mais en plus de ça, c'est une bonne façon de prêter davantage attention à toutes les bonnes choses qui arrivent dans la journée du lendemain. Petit à petit, en fait, c'est pour ça que je mets muscler la gratitude. Petit à petit, ça va devenir vraie, euh, une vraie richesse de votre vie. Et puis éteindre la télévision. Essayez d'éteindre la télé. Essayez de diminuer l'addiction aux informations. Les programmes télé sont majoritairement conçus pour parler à notre émotivité. La peur, l'angoisse, l'impuissance, la frustration, l'avidité. Vous savez que comment ça s'appelle? Le générique de TF1, c'est quasiment du copier-coller de la musique de la bande son des Dents de la Mer. Ça vous dit un petit peu par quoi on vous tient hein, quand on vous propose les informations. Et puis, c'est comme ça aussi que les publicités avec leurs univers paradisiaques nous apparaissent comme des oasis dans le désert, pardon. Et c'est ça qui déclenche nos impulsions d'achat, notre avidité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Patrick Lelay, l'ex-président de TF1, il y a des années, hein, je ne sais plus quand, qui se vantait de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Bon, alors si vous voulez un petit peu plus de bonheur et un petit peu moins de frustration, d'impuissance, etc., éteignez votre poste. Sans compter qu'en moyenne, les Français, a priori, passent plus de 3 heures par jour devant la télé. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce qu'on fait en 21 heures par semaine. C'est un mi-temps, hein. C'est gigantesque. Alors si vous passez 21 heures à construire vos projets, à développer vos activités et à vous occuper de vos gros cailloux, il y a des grandes chances pour qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Alors ces 3 graines-là sont surtout destinées à cultiver votre richesse intérieure. On va dire qu'elles favorisent les bonnes racines, mais on passe tout de suite aux graines qui sont là pour favoriser des meilleures finances. Alors, tenir à jour un tableau de dépenses. Alors lui aussi, il est dans les documents à distribuer, hein. Vous pouvez aussi le télécharger sur le site. Donner sa juste place à l'argent, c'est vraiment savoir d'où il vient et où il va. Combien vous dépensez et comment? Et puis bien sûr, quels sont vos revenus? D'ailleurs, à propos des revenus, vous ne pouvez pas vous douter du nombre de personnes qui ne donnent que leur salaire quand on parle des revenus et qui ne pensent pas du tout à mettre, je ne sais pas, la CAF, le 13e mois, les primes, le virement de la tata pour Noël. Tout ça, c'est pas vu comme des revenus. Il y a même des gens qui ne mettent pas leurs allocations chômage comme revenus. Bon, en remplissant régulièrement le tableau, vous prenez l'habitude de connaître votre budget par catégorie. Et ça, c'est idéal pour l'analyse. C'est comme ça qu'on réalise, par exemple, qu'on a 2 assurances pour la même couverture. Et c'est du vécu, hein. Ou alors plusieurs forfaits de téléphone, dont un seul qui marche, évidemment, ou un seul dont on se sert. C'est vraiment du vécu. Se sentir informé de son solde bancaire, ça n'a rien à voir avec tenir ses comptes, ça n'a rien à voir avec tenir le tableau de dépenses à jour. Ça, c'est de la vérification de trésorerie. Mais c'est pas comme ça qu'on peut prendre la main sur l'argent. Tenir ses comptes, c'est vraiment une nouvelle habitude. Ça met l'argent à la bonne place, c'est-à-dire sous le projecteur, hein, comme on disait tout à l'heure. Et puis ça demande de garder ses facturettes, de prendre vraiment conscience de ses dépenses,
d'observer sa façon de dépenser, se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est lié à une émotion, une habitude, un réflexe, une valeur que je partage encore aujourd'hui? C'est important de se poser, enfin d'apprendre à se poser ces questions-là en fait, de dépenser en conscience en fait. Deuxième chose à propos des dépenses, je vous propose d'être heureux quand vous tendez votre carte bleue ou quand vous donnez un billet. Parce que, parce qu'en fait, vous exprimez à cet endroit-là, vous exprimez votre richesse, vous exprimez votre capacité d'agir. Cette chose dont vous avez besoin, vous êtes en capacité de l'obtenir. Si à chaque fois que vous tendez votre carte bleue, c'est un regret, vous développez la peur de manquer. Dans le cas contraire, vous développez un sentiment d'abondance. Et c'est super important pour lutter contre ces deux grands moteurs dont je vous parlais, l'avidité et la peur de manquer. La deuxième graine de richesse dans cette catégorie, ce sera de mettre de l'argent de côté. Et à chaque fois que vous en gagnez, 10% sur un compte projet. Alors le compte projet, ça peut être un compte d'épargne, un livret réglementé, etc. Mais en fait, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, il faut le faire avant toute autre dépense, parce que si on le fait à la fin du mois ou si on le fait s'il reste de l'argent, la cagnotte en général est un petit peu maigre. Si on le fait au début, en fait, on ne dépense que ce qui reste. C'est important parce que c'est ce qui vous permet, par exemple, de rembourser vos dettes, de ne plus faire appel au crédit consommation, de mettre de l'argent de côté, par exemple, en vue de la prochaine fois qu'il faudra changer de voiture, par exemple, en vue de payer vos vacances. Enfin, tout ça pour éviter justement les crédits à la consommation et puis pour avoir l'impression d'être devant vos projets. Troisièmement, prendre soin de votre argent avec des petites... alors vraiment, ça, c'est des petits conseils pragmatico-pratiques, hein, mais qui sont plus que des conseils, c'est vraiment des conseils super importants. Il faut supprimer les comptes inutiles. Vous avez besoin d'un compte courant personnel, un compte pro si vous êtes un travailleur non salarié, bien sûr, un compte joint si vous avez des dépenses communes, mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin de plus que ces comptes-là comme compte courant. Avoir plusieurs comptes, c'est favoriser la cavalerie, c'est rendre beaucoup plus difficile la possibilité de prendre soin de son argent, d'avoir une vraie gestion. C'est multiplier les problèmes et c'est vous laisser dans le brouillard. Ce brouillard, il est extrêmement néfaste. On a beaucoup plus d'énergie. En fait, je pourrais vous donner un exemple. Hein. Si vous êtes sur une route parfaitement dégagée, en plein soleil, où il n'y a personne, une belle route toute droite, vous avancez, vous êtes confiant, vous n'avez pas de problème. Là, vous maîtrisez. Tout à coup, il y a un énorme nuage de brouillard, vous rentrez dedans, et là, vous êtes obligé de diminuer la vitesse, d'être beaucoup plus attentif, vous avez tous vos sens en alerte, c'est complètement différent. Multipliez vos comptes, pas savoir où vous en êtes, pas gérer, c'est ça ce que ça fait, ça vous mange de l'énergie. L'énergie, on va voir tout à l'heure que c'est important de l'occuper à autre chose. Troisième petit conseil, hein, pour prendre soin de votre argent, remboursez vos dettes, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Une dette, ça génère une énergie qui est complètement inverse à celle de la prospérité. Ça alourdit. Alors c'est important de mettre en place des plannings de remboursement qui sont à la fois précis et réalistes. Hein. Pour ça, il y a des tas d'outils, il y a des jolis tableaux. Je vous recommande de renégocier les prêts à la consommation si vous en avez en cours, de rembourser les amis généreux, la famille qui vous a aidé dans les moments difficiles. Parce qu'en commençant à rembourser, en fait, vous reprenez la main. Et vous utilisez votre énergie de façon super positive. Et puis ça va vous sembler curieux, mais une bonne façon de prendre soin de votre argent, c'est aussi de prendre soin de vous.
réservez une petite partie de vos revenus pour vous. Petite ou grosse d'ailleurs, ça dépend de votre budget bien sûr, mais cet argent que vous avez gagné, si vous avez vraiment envie d'en gagner davantage, il va bien falloir que vous en profitiez. Le sacrifice, c'est rarement motivant en fait, hein. Donc ça peut être de mettre vos petites pièces jaunes dans une tirelire à la fin de la journée, ça peut être de décider d'un budget en fonction des ressources. En tout cas, je vous recommande de prendre soin de vous. Ça peut être, vous pouvez utiliser ça pour vous payer quelque chose dont vous avez très envie, pour lire, pour vous autoriser des sorties, pour le développement personnel, pour vous faire des cadeaux. Ce qui est important, c'est que ça soit vraiment pour vous, c'est-à-dire pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Bref, aujourd'hui vous récoltez ce que vous avez semé hier, mais demain, vous pourrez récolter ce que vous plantez aujourd'hui. Et donc, c'est ça dont il faut s'occuper. Alors j'ai un petit jeu à vous proposer. Je vous propose de me dire d'où vient ce proverbe. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors je sais qu'il y a une toute petite polémique là-dessus parce qu'il y a deux provenances, mais c'est un proverbe et les 5 premières bonnes réponses vont gagner mon e-book BIC, bien irrésistiblement commun. On regardera ça à la fin au moment des questions-réponses. Et pour ça, il faut que vous me le mettiez dans le chat, hein. Alors oui, on va s'occuper de ça en fait. C'est quand le meilleur moment? C'est quand le bon moment? C'est quand les enfants iront à l'école? C'est quand je serai à la retraite? Ou quand le crédit sera terminé? Eh ben non, vous l'aurez deviné, le bon moment c'est maintenant. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à l'action. En fait, le premier pas, c'est toujours le plus difficile. On est capable de se lancer dans une entreprise difficile qu'on connaît par cœur. Et on est très réticent parfois devant un plat qu'on n'a jamais goûté. Donc ce que je vous propose, c'est de ne pas envisager vos objectifs comme une montagne à gravir en un seul saut, mais comme une somme de petites actions que vous pouvez mettre en œuvre jour après jour. Donc, pour parler du passage à l'action, en fait, j'aimerais évoquer avec vous des notions qui me semblent très importantes. La première, c'est la peur de l'échec. Il y a des gens qui passent des années à collecter des formations et qui ne se sentent jamais prêts. Il y en a d'autres qui commencent plein de projets, mais qui les mènent pas à bien. Souvent, c'est par peur de se tromper, par peur de l'échec. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est que les mauvais choix, ça n'existe pas. Les échecs non plus. On a une culture de l'échec qui est hallucinante en France. C'est ce qu'on appelle un échec, en fait, et qui nous terrorise, c'est quand les choses se passent pas au mieux. C'est quand on ne réussit pas du premier coup, finalement. Ça, c'est sous-estimer énormément la nécessité qu'on a d'apprendre, d'expérimenter. Pensez au petit bout de chou là qui apprend à marcher. Ce que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est que il se relève en moyenne 2000 fois. S'il avait peur d'échouer, il tenterait même pas la deuxième fois. Sans encourager d'ailleurs, il apprendrait rien du tout. Donc il a des applaudissements, etc. C'est vrai que nous, un peu plus tard, on a beaucoup moins d'applaudissements, mais en gros, l'échec, c'est seulement le fait de ne pas obtenir le but qu'on recherche. Et c'est une occasion de se perfectionner. C'est super important. L'expérience, c'est lié. L'expérience, c'est personnel, hein. Ça ne sert qu'à nous et ça, on le sait très bien quand on est enfant. Après, on commence à écouter le bon sens des autres. C'est pour ça qu'on va à l'école, hein. On apprend des choses qui sont très abstraites. En fait, c'est seulement au moment où on expérimente qu'on connaît quelque chose. On reprend le petit enfant quand il est dans une bassine avec plein de récipients. Il passe des temps incroyables à remplir inlassablement ces récipients. Il est complètement impliqué dans ce qu'il fait et mine de rien,
Ce qu'il apprend, c'est l'introduction aux lois mécaniques du mouvement de Newton. Mais au bout de quelques semaines, après avoir fait ça longtemps, beaucoup, il sait très bien qu'un liquide occupe la place de son contenant, tout simplement. Ça, c'est pour vous dire que c'est quand on passe de l'abstrait au concret, quand tout à coup on s'y met, on s'implique dedans physiquement, on change de circuits neuronaux, tout simplement, et là, on connaît les choses. L'apprentissage, tout ça, c'est lié aussi, hein. Votre réussite est liée à votre soif d'apprendre. Votre possibilité de vous relever après être tombé, c'est lié à votre soif d'apprendre. Il y a beaucoup de personnes bien intentionnées autour de vous qui vont vous expliquer que c'est pas possible, ce que vous recherchez, qui vous avez prévenu, que la conjoncture est mauvaise, qu'il y a la crise, etc., etc. Donc, ce qui est important dans cette dynamique d'expérimentation et d'apprentissage, c'est de vous entourer de ceux qui vous encouragent, de personnes positives, bienveillantes, de personnes qui vous donnent confiance en vous, en fait. Et puis, évidemment, de vous entourer de gens qui ont réussi dans le même domaine. Si par exemple je veux investir en bourse, je ne vais pas aller demander des conseils à mon oncle salarié toute sa vie et qui vit avec une petite retraite. Bon, si je veux apprendre à nager, je vais aller voir un maître nageur. C'est un petit peu ça ce que j'essaye de vous dire là. C'est important de savoir à qui vous allez, de qui vous allez recevoir des conseils. Qui va vous conseiller, vous guider. Chaque action engagée, quel que soit son résultat, est une occasion d'apprendre. Donc posez-vous toujours, que vous ayez l'impression d'avoir réussi ou pas, cette question: qu'est-ce que j'ai appris? Toutes les tentatives vous donnent des indices sur la façon de vous y prendre la prochaine fois. Et puis, du point de vue de l'apprentissage, il ne faut pas oublier que, quels que soient vos gros cailloux, hein, la connaissance est à portée de clic. Il y a des ressources illimitées en accès libre sur Internet. L'investissement. Eh bien, l'investissement, c'est le corollaire de tout ça, c'est l'engagement dans l'action. Qu'il s'agisse de votre projet ou de vos finances, le même mécanisme est en jeu. Bon, j'engage mon temps, mon énergie, mes économies dans cette action. Et là, action peut s'entendre à double sens, évidemment, hein. Lorsque vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Cet argent, c'est le fruit de votre travail. C'est pas pour rien que j'ai choisi la métaphore du jardinage d'ailleurs. Un jardinier qui est soucieux de profiter au mieux de sa récolte va se garder de tout vendre ou de tout consommer. Il va garder des graines, il va garder de quoi replanter. Faites comme lui, ne mangez pas tous vos fruits, gardez-en quelques graines que vous allez pouvoir replanter. Elles aussi, un jour, elles porteront leurs fruits. D'où les 10% à mettre de côté, d'où l'investissement. Alors, il y a plein de façons différentes d'investir, hein, des façons plus satisfaisantes ou rentables que les livrets réglementés. C'est pas vraiment l'objectif de ce soir de vous dire, et d'ailleurs c'est pas mon métier non plus, il y a des gens qui sont là pour ça, c'est des conseillers en gestion de patrimoine, etc., des conseillers financiers. Par contre, j'ai des petits principes de base que je peux partager avec vous. 1, il faut développer vos connaissances, il faut vous familiariser avec le langage économique, celui de l'investissement, celui de l'argent. Pour ça, il y a des multiples sites sur Internet, il y a des revues, il y a des quotidiens, il y a des livres. Voilà, on voyait ça tout à l'heure. Ça, il y a des ressources illimitées, hein, pour développer vos connaissances. La deuxième chose importante, le deuxième principe important, c'est que à un moment, il faut quand même agir, prendre la main, expérimenter. Troisième principe, si vous faites comme tout le monde, vous aurez comme tout le monde. Donc il faut être prêt à faire ou à penser autrement. Troisième principe, la disponibilité de votre argent, la garantie de rémunération et la délégation des choix ou de la gestion. Tout ça, ce sont des ennemis du rendement. Votre livret A, qui est aujourd'hui
garanti, et je mets des guillemets, il vous rapporte 0,75% par an. Mais c'est parce que votre argent est disponible que ce rendement est garanti et que vous avez délégué le choix et la gestion de cet argent au livret A. Si vous abandonnez ce qu'on appelle cette garantie-là, si vous êtes d'accord pour laisser votre argent plusieurs années, enfin, ou en tout cas un temps déterminé, ou si vous êtes d'accord pour gérer vous-même, là, vous pouvez atteindre les 10% par an. Il y a plein de placements pour ça, ne serait-ce que l'immobilier, hein. Il y a des placements alternatifs, il y a la création d'entreprises, ou les entreprises sur Internet, il y a, bref, plein de placements différents possibles. Et le dernier principe, c'est de mettre de côté l'affectif et l'émotionnel. Pour ça, j'ai un tout petit exemple que je tire des placements immobiliers, hein. Si vous avez pour le même prix un investissement locatif à faire et vous avez le choix entre un magnifique petit 2 pièces avec une petite terrasse, une vue magnifique sur la mer. Bon, effectivement, il n'est pas dans un quartier très central, mais il est vraiment sublime. Et puis à côté de ça, vous avez un petit 2 pièces parfaitement ordinaire, mais super bien placé à côté de la fac, à côté des transports, avec tous les commerçants à côté, enfin l'ascenseur, etc. Il y en a un dans lequel vous allez vous projeter, vous allez vous sentir bien, il y a tout le côté affectif et émotionnel qui va être satisfait, et l'autre, eh ben, tout simplement, vous allez pouvoir le louer facilement. Donc le meilleur placement, ça sera évidemment celui qui sera facilement loué. Bien, maintenant, vous avez votre jardin avec vos belles graines fraîchement plantées. Et d'ici la récolte, il va falloir rester motivé, concentré et vous faire aider. Le petit tour quotidien dans votre jardin pour arroser, pour protéger les laitues des escargots, pour tout observer, là, les petites taches qu'il y a sur les feuilles ici, les petites bêtes qui poussent ici, pour remonter les tuteurs des tomates, enfin bref, pour que ça soit beau, pour que ça soit bon, il va falloir de la constance, des soins. C'est-à-dire qu'il va falloir rester concentré sur votre objectif, avec régularité, avec énergie, et quel que soit votre projet, vous allez devoir lui donner du temps, de l'attention. On parlait de 21 heures par semaine, là. Imaginons que ce soit 20 heures par semaine, et bien ces 20 heures par semaine, il va falloir que vous ayez l'énergie, que vous soyez pas mangé par les obstacles que vous allez rencontrer. Donc, mon 5e grand conseil, c'est d'apprendre à rester concentré, motivé, vivant, souple, ouvert à tout ce qui peut arriver, réactif, prêt à apprendre, prêt à rebondir ou à retenter. Pour ça, en fait, rien de mieux que d'apprendre à gérer votre énergie, à vous connecter avec vous-même. On engage énormément d'énergie dans les désirs des autres et du monde entier, mais aussi dans la gestion de nos émotions. Donc, comment garder le cap, tenir tout ça à bout de bras, continuer à avoir confiance en vous. Les obstacles sont transversaux. On a rarement appris dans notre vie à transformer l'échec en apprentissage, le rêve en projet, le refus en conseil, le désir en carburant. Or, c'est précisément là que se trouve l'immense valeur des accompagnements. Ça vous aide à clarifier ou à définir un objectif, ça vous apprend des savoir-être, ça vous aide à vous poser les bonnes questions et à trouver les ressources nécessaires à votre épanouissement et à votre prospérité. Il y a quelque temps, une amie à laquelle j'avais confié mes soucis, mon désir de m'isoler en retraite, donc c'était il y a ce dont je vous parlais au début, m'a fait remarquer que mon grand désir était juste à portée de main. Il suffisait que je jette un sac dans ma voiture et que j'aille dans le chalet que je loue en location saisonnière sur la Côte Bleue. Ça se trouve à peine à une demi-heure de chez moi. Et ça faisait des mois que je restais avec ce besoin sans même me rendre compte que c'était si facile à mettre en œuvre. Je vous dis ça parce qu'on est très souvent à l'origine de nos enfermements. J'ai un ami, coach lui-même, qui m'a dit « La noix ne voit pas sa propre coquille ». L'accompagnement par des professionnels, c'est le meilleur moyen pour avancer.
moi, depuis que je me suis engagée dans cette voie, je n'ai pas cessé d'investir dans les formations et les coachings. En fait, je n'ai pas cessé d'investir sur moi, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Donc, je vais vous parler rapidement de ma façon de vous accompagner vers une relation à l'argent qui est beaucoup plus créative. Mon pack complet, libérer votre relation à l'argent, ou bien comment utiliser votre créativité pour libérer votre relation à l'argent et nourrir vos projets. C'est ce que je vous propose ce soir de découvrir. C'est une partie coaching financier et une partie créativité. Donc, la partie coaching financier, c'est vraiment avoir une vision claire et constructive de votre budget, connaître et anticiper vos dépenses, apprendre à gérer avec des nouvelles habitudes, sortir de l'endettement pour ceux dans ce problème, commencer à faire des économies, évidemment. Donc tout ça, ça vous apprend les nouvelles compétences. C'est un peu le cours élémentaire de l'école de l'argent. C'est pour bien s'occuper de son argent. Donc je vous transmets des outils, des règles, des réflexes à acquérir, en fait, comme ça prend c'est plusieurs rendez-vous étalés sur quelques mois. Donc on est en relation régulière, je vous donne des choses à faire. Bon, il faut savoir que c'est à la portée de tout le monde, bien sûr. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et puis c'est pour toute la vie. C'est un investissement sur vous, en fait. C'est ça le truc qui est super important. On commence par une analyse de votre problématique, quelle qu'elle soit. Évidemment, vous êtes accueilli sans jugement, avec bienveillance. On fait un bilan de votre situation financière. On établit un diagnostic, des recommandations à mettre en œuvre. Et je vous transmets tous les modèles d'outils dont vous avez besoin. Et puis il y a la partie créativité. Là, on étudie votre objectif, on analyse vos moyens, on identifie vos freins, on travaille sur vos blocages. Et puis on parle évidemment d'ergonomie, d'organisation, de stratégie de développement, de plan de financement. Tout ça, les deux parties sont complètement liées, elles s'organisent au fil des rendez-vous, des emails, des infos qu'on échange. Et c'est un pack, mon pack complet, libérer votre relation à l'argent, que je propose en 6 rendez-vous. Ces 6 rendez-vous, ils sont étalés sur 4 mois. C'est important parce que ce temps de prendre des nouvelles habitudes, il faut le prendre. On ne peut pas comme ça, on ne pourrait pas le faire, les 6 rendez-vous en une semaine. Il y a besoin de beaucoup de choses, il y a besoin qu'il y ait des choses qui se décantent chez vous, il y a besoin de pouvoir vous rendre compte de vos obstacles et puis travailler dessus. Donc, 6 rendez-vous sur 4 mois par Skype ou en présentiel si vous êtes à Marseille. Le suivi intermédiaire adapté à vos besoins, les outils d'analyse personnalisée, on en a déjà parlé. Eh bien, je vous le propose pour 450 € jusqu'à demain soir, minuit. Vous pouvez le payer en plusieurs fois, 5 fois. Et je vous rappelle que le rendez-vous préalable est gratuit. Vous pouvez me demander un rendez-vous par mail en cliquant sur Contactez-moi sur mon site ou en m'écrivant directement à Fabienne Dupuis, tout attaché, @écoledelargent.com. Et bien maintenant, je vous propose de passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions ?